3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Mais avant tout, faut que je vous parle d'un truc, une super nouvelle. Mon partenariat avec la NBA et mon rôle d'ambassadeur en France ont été prolongés et je suis trop content de ça. Et là, c'est l'occasion justement de vous parler des Abu Dhabi Games qui auront lieu jeudi et samedi, directement sur le League Pass. Évidemment, j'ai un lien pour ça, personnalisé à vous proposer, que vous voyez sur le visuel et que vous pourrez retrouver dans la description. Ça permettra de prendre le League Pass ou de le renouveler si vous l'avez pas encore fait et de soutenir la chaîne. Et en vrai, je me dis que c'est sûrement dommage d'attendre le début de la saison pour vous procurer l'abonnement dans la mesure où ces matchs-là qui vont avoir lieu aux Émirats s'annoncent vraiment cool entre les Bucks et les Hawks. Bah ouais, d'un côté, du côté d'Atlanta, on va enfin pouvoir voir la paire Trae Young des jeunes téméraires et voir ce que ça donne, tandis que chez les Bucks, moi je veux les voir en mode revanchard et qu'Giannis et ses potes montrent qu'ils ont la haine d'avoir perdu le titre l'année dernière. En plus de ça, ce sera à 18h, heure française, un horaire parfait pour nous. Vous n'aurez plus d'excuses pour manquer ça et protéger votre petit sommeil si précieux. Alors go prendre le League Pass dès maintenant avec mon lien, histoire de soutenir la chaîne et de profiter de tout ce que vous propose la NBA. Vous le verrez par vous-même, il y a tout plein de nouveautés. Mais bref, même si tout ça c'est super cool, si vous êtes là, c'est avant tout pour entendre parler de mes Breakout Players pour la saison 2022-2023. Les Breakout Players, c'est ceux qui selon moi vont exploser. Et même si c'est pas très simple à prévoir, vous avez l'habitude, c'est pas la première fois que je le fais sur ma chaîne. De toute façon, le concept, je l'explique plus en détail après, et vous verrez, ça se peut bien que vous puissiez en retrouver certains lors des Abu Dhabi Games. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quels joueurs vont exploser cette saison en NBA? C'est devenu un peu la tradition sur la chaîne, comme pas mal de petits sujets que j'aime bien, qui sont devenus habituels. Et en début de saison, j'aime bien essayer de faire des prédictions, vous l'avez vu récemment, sur pas mal de choses, et notamment un de mes sujets préférés sur les joueurs qui, selon moi, vont exploser ou risquent d'exploser cette saison. C'est ce que j'appelle les breakout players. Donc ici, il faut savoir, déjà, je parlerai pas des sophomores, parce que selon moi, oui, ils vont exploser, mais ce sera pas une surprise, c'est un petit peu ce qu'on attend d'eux. Généralement, la saison sophomore, c'est celle à laquelle tu progresses le plus, c'est pour ça aussi qu'il y a si peu de MIP sophomore dans l'histoire, et je parlerai pas non plus des joueurs auxquels je crois déjà beaucoup et qui selon moi ont déjà plus ou moins explosé, parce que en tout cas ceux qui ont une situation, je dirais, qui est plus ou moins sensiblement pareil à celle de la saison dernière. Donc par exemple, je vais donner des noms, ce sera beaucoup plus simple pour illustrer. Aujourd'hui, je vais pas parler de Tyrese Maxey, je vais pas parler de Jordan Poole, je vais pas parler d'Anthony Simons. Pour moi, tous les trois, ils ont déjà explosé sur pas mal de choses. Ils auront peut-être leur place dans un autre sujet bientôt, mais en fait, je les attends même plus. En fait, leur contexte, leur situation va pas forcément énormément évoluer. Pour moi, ils vont au moins jouer au même niveau, et ce serait déjà énorme, que celui qu'ils avaient en fin de saison dernière, et donc pour moi ça ne représente pas une explosion. Donc c'est pour ça par exemple que je parlerai pas de ces trois gars-là. C'est vraiment un choix personnel, de toute façon la sélection de 6 joueurs que je vous présente après est très personnelle, et évidemment elle se base essentiellement sur du ressenti. Mais pas que, ça ne voudrait rien dire si c'était que du ressenti, parce que pour moi, tous les joueurs dont je vais parler aujourd'hui, ils peuvent aussi, et justement c'est ce que Maxey, Poole ou Simons n'avaient peut-être pas, ils peuvent aussi bénéficier d'un contexte qui va être vraiment favorable, qui pourra les pousser vers le haut. Et ça, je trouve ça cool, je trouve ça intéressant de parler d'eux, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces 6 gars. Donc maintenant, ce genre de truc, effectivement, prévoir à l'avance les joueurs qui vont exploser, c'est difficile à prévoir, c'est comme un peu jouer au loto, mais je trouve ça quand même fun, donc j'ai décidé de me jeter à l'eau, et je vais vous présenter mes 6 breakout players que je vais vous afficher et vous présenter par ordre alphabétique de leur nom de famille. Alors pour commencer, le premier breakout player, et promis c'est pas voulu, c'est un joueur que vous allez pouvoir voir a priori lors des Abu Dhabi Games, Grayson Allen. Parce que ouais, je sais que vous êtes nombreux à pas l'aimer, mais moi je crois en lui. Donc ouais, l'an dernier effectivement, depuis qu'il a blessé Caruso avec sa vilaine faute, il s'est pas fait beaucoup de fans, et puis même en même temps ça fait longtemps que c'est depuis Duke, depuis la fac, c'est un petit peu un spécialiste des dirty plays, Grayson Allen, cette espèce de teigne qui se fait pas beaucoup de fans, mais qui pourtant sur un terrain peut être très efficace. Donc ouais, je sais que son caractère vicieux déplaît à beaucoup, et tout ça je peux l'entendre, mais en vrai, moi ce que je retiens, plutôt que ce caractère vicieux, c'est que Grayson Allen c'est un super joueur de basket. L'an dernier, avec le départ de Dante DiVincenzo, c'est lui qui est devenu le titulaire à part entière chez les Bucks, devant Pat Connaughton, dans l'équipe qui était championne en titre. Déjà, ça montre qu'il a un gros level, parce que être titulaire comme ça dans une équipe championne en titre,
ça mérite un sacré niveau de basket. Donc sa plus grosse qualité, c'est d'être un vrai two-way player. En attaque, il peut être excellent off-ball pour faire des cuts, pour dégainer à 3 points. Et en défense, surtout, il utilise sa hargne, son esprit combatif et son vice, pour faire déjouer la plupart des arrières adverses. Là, déjà, ça montre que, en fait, il a tout dans son bagage pour être un très bon role player. Et pour en avoir la preuve, offensivement notamment, il suffit de regarder ses pourcentages à 3 points. Il est à plus de 40% en prenant quasi 6 tentatives, je crois qu'il a 5,8 ou 5,9 tentatives par match, c'est vraiment très lourd en termes d'adresse. L'an dernier, il a connu sa meilleure saison en carrière, déjà, mais en vrai, là, j'en attends encore plus de sa part, et c'est pour ça qu'il est dans mes breakout players. Parce que ouais, on va pas le cacher, chez les Bucks, c'était un petit peu le petit nouveau l'année dernière, et il lui a fallu un temps d'adaptation. Son deuxième tour face aux Celtics, d'ailleurs, était pas ouf, avec une adresse vraiment cata, notamment dans le match 7, et plusieurs fois, on l'a senti un peu perdu à ce niveau de compétition, c'était une première pour lui, donc on peut le pardonner, mais maintenant, je trouve qu'il a pris de l'XP, et ça y est, il a un an du système de Bud sous sa ceinture, et je crois que ça y est, je me dis, à 27 ans, pour sa 5e saison NBA, ça peut le pousser réellement vers le haut, d'avoir un peu de stabilité pour aller vers l'explosion. Donc jusque là, en même temps, ça n'a pas été simple pour lui, il a été transféré 2 fois, de Utah à Memphis, puis de Memphis à Milwaukee, il a dû vivre la situation Covid de A à Z aussi, qui a forcément marqué son début de carrière, et là, pour la première fois, il l'a pas mal dit dans ses interviews, il a pu vivre un été serein, avec du temps pour se ressourcer, pour se préparer à son rôle, pour bosser aussi les systèmes de Bud, et de ce que j'ai lu, il a pas chômé, parce que Grayson Allen, c'est aussi une de ses qualités, c'est un énorme bosseur. Et depuis la fac, ça c'est le cas, c'est un mec qui lâche jamais rien. Ça se voit sur le terrain de toute façon avec cette mentalité. Et on le sait aussi, c'est un compétiteur, ça se voit, qui a aussi un gros esprit de revanche. Et à mon avis, ça lui a pas plu d'être sorti comme ça par les Celtics, en affichant ce niveau de jeu qui a pas mal été critiqué lors de ce deuxième tour. Et donc moi je lui fais confiance pour mettre tout en place pour se rattraper. Bien sûr, avec le retour de Chris Middleton, on pourrait penser qu'il sera moins responsabilisé, mais moi je pense un petit peu de façon inverse. Aujourd'hui, je crois qu'il est encore plus dur, j'ai entendu qu'il était plus physique, qu'il avait pris du muscle, et déjà qu'il était un mec qui avait jamais peur du contact, là je le vois encore plus profiter des espaces pour faire preuve d'énormément d'agressivité, notamment après ses cuts pour aller au cercle. On a des défenses face aux Bucks, qui vont obligatoirement se focus sur les 3 stars, que sont Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton, et là ça me paraît assez évident. Pour un mec comme Grayson Allen, il va avoir des tonnes d'espace, forcément il va se libérer dans le corner à 3 points, avec son adresse, les défenseurs vont être obligés de sortir sur lui, il peut aller en cut directement très vite, partir en backdoor et trouver des solutions, et là à mon avis il va avoir un vrai spacing, et il est vraiment pour moi le joueur typique qui peut profiter de ça. Depuis qu'il est en NBA, il progresse année après année, et je pense que cette saison le taf va vraiment payer. Budenholzer va aimer qu'il soit utile partout sur le terrain, et moi je pense que pas mal de systèmes termineront par lui, comme j'expliquais, soit par un shoot, soit après un drive, soit après s'être libéré off-ball. Sa prise de masse l'aidera je pense également en défense aussi, où l'an dernier il a galéré des fois face à des mecs plus physiques comme Jaylen Brown et Jason Tatum, enfin forcément c'est pas le même physique Allen et ces mecs là, mais quand il a été envoyé sur eux il a galéré, là il a passé l'été à soulever de la fonte pour justement mieux limiter comme ça, et c'est vrai que quand tu mesures 1m93 et que t'as pas une envergure de ouf, t'as des limites, n'empêche que quand t'as une grosse hargne, une grosse volonté et que physiquement, maintenant c'est le cas, t'es solide, à mon avis ça compense pas mal de choses, et c'est ce que j'attends de la part de Grayson Allen. Du coup cette saison, je vois bien ses stats monter jusqu'à 13-14 points par match, mais plus que les stats, moi je me dis il va avoir surtout un rôle de starter encore plus appuyé, encore plus important, qui peut faire du bien dans pas mal de fins de match, dans pas mal de runs aussi. Les Bucks vont compter sur lui comme je disais, et donc ouais, même si ça peut paraître pas forcément ouf en termes d'explosion statistique, là où je pense qu'on verra son explosion à Grayson Allen, c'est dans le jeu et dans le rôle qu'il obtiendra. Donc ouais, je pense que dans des situations délicates où les stars seront bien défendus, ça peut être un vrai joker pour Milwaukee, un vrai game changer, et ce statut jusque-là, il l'a pas encore vraiment obtenu depuis son arrivée en NBA, vu que je l'expliquais, il a vécu des situations instables. Donc pour moi, c'est l'année ou jamais, enfin l'année ou jamais non, mais c'est l'année où il peut tout péter, et s'il reste en bonne santé, Grayson Allen peut commencer à se faire un réel nom dans cette ligue, qui ira beaucoup plus loin que le mec qui pète Alex Caruso et qui fait des dirty plays. J'ai tendance à y croire et on verra ce que ça dit. Alors pour Grayson Allen, vous y croyez moyennement, vous êtes 35% à penser comme moi qu'il peut exploser, et 65% d'entre vous n'y croient pas. Et ça, de toute façon, c'est assez logique, on va avoir pas mal de désaccords aujourd'hui, ça fait partie du jeu, vu que comme je disais c'est des choix assez personnels. Ceux qui n'y croient pas pensent qu'il va être trop limité, il aura pas assez de tickets shoot, pour beaucoup il a atteint son plafond, pour moi c'est pas le cas, pour toutes les raisons que je citais tout à l'heure, pour comme je parlais, la stabilité, le fait que c'est un gros bosseur, le fait qu'il progresse, le fait qu'il a pris de l'XP en playoff, le fait que là aujourd'hui, enfin cette année, avec l'absence de Middleton, il va plus être utilisé dans son rôle off-ball plutôt que de créer comme on lui demandait de faire en playoff l'année dernière. Donc voilà, pour moi il y a tout plein d'atouts qui semblent, à mon avis en tout
tout cas qui permettent aux planètes de s'aligner dans un bon sens pour Grayson Allen. Vous y croyez moyennement, 35% mine de rien d'entre vous qui y croient. Je m'attendais à moins pour être honnête, parce que Grayson Allen, c'est peut-être un des joueurs qui va être le plus sujet à débat d'aujourd'hui. Il y en aura peut-être un ou deux autres, mais Grayson Allen, il faisait partie de mes plus gros sujets à débat. 35% c'est pas mal, et voilà, on va parler de la suite maintenant. Allez, maintenant Jalen Brunson qui lui vient d'arriver aux Knicks. Alors lui, vous allez me dire, il a déjà explosé l'an dernier, vu qu'il a porté Dallas sur ses épaules, notamment au premier tour des playoffs face à Utah en l'absence de Doncic. Et tout ça c'est vrai, on pourrait dire qu'il a pas sa place aujourd'hui, parce qu'il a déjà explosé, comme par exemple Anthony Simons, Tyrese Maxey ou Jordan Poole que j'évoquerai pas aujourd'hui. Sauf que jusque là, moi je trouve que Jalen Brunson, au mieux si on regarde la globalité de sa carrière, et notamment de la saison dernière, c'était un lieutenant, sauf quand Doncic était pas là, mais bon, Doncic était quand même là la plupart du temps. Et encore, c'était un lieutenant qu'on pouvait difficilement imaginer faire partie des meilleurs lieutenants en NBA. Mais là, moi, ce que je me dis, c'est que avec son changement d'équipe, avec le nouveau contexte qu'il va connaître au Knicks, Jalen Brunson peut encore voir son statut et son rôle augmenter malgré sa première explosion l'année dernière, j'ai envie de dire, parce que des joueurs peuvent exploser plusieurs fois. Donc c'est vrai qu'au Knicks, entre Julius Randle et R.J. Barrett notamment, il y en a déjà du monde pour porter la balle. Mais le souci, c'est que dans cette équipe, justement, c'est peut-être que ces mecs-là, c'est pas des gros ball handlers à la base, et ils sont amenés à trop la porter parce qu'ils ont jamais joué avec un meneur de jeu de qualité, malgré l'échec Kemba Walker l'année dernière. On se rappelle, on avait Elfrid Payton avant, ça fait longtemps que les Knicks cherchent un meneur, d'autant plus que Derrick Rose, qui est beaucoup utilisé sur le banc, est plutôt utilisé au poste 2. Donc là, ouais, à New York, on veut un vrai point guard, capable de prendre les choses en main, qui pourrait les soulager, qui pourrait porter la balle, qui pourrait jouer en ISO et jouer avec les autres. Jalen Brunson, c'est pas forcément le meilleur playmaker du monde, mais il peut faire ses 5-6 passes par match, jouer en ISO, il sait très bien faire, il peut scorer aussi, et je me dis, ça peut être l'homme de la situation. Il sera pas parfait dans ce rôle-là, mais il peut apporter à ces New-Yorkais des choses qu'ils recherchent depuis un moment. Autant, à Dallas, on avait sa production qui était plutôt pas mal, mais en jouant à côté de Luka, elle était plafonnée à mon avis. Il pouvait pas viser vraiment plus haut. Et c'était dur d'envisager une explosion supérieure à celle qu'il a connue l'année dernière, en jouant à côté d'un Doncic qui est vraiment ball dominance. Là, c'est évident, à mon avis, malgré la présence de Randle et de Barrett, il va être responsabilisé par Thibodeau. Et n'attendez pas à ce qu'il sorte du banc il avait dû sortir du banc pour 15-20 matchs l'année dernière avec Dallas. Là, ce sera pas le cas. À New York, ça va être un titulaire à part entière parce que chez les Knicks, on attend beaucoup de Jalen Brunson. On l'a payé plus de 100 millions et la franchise va vouloir que énormément de choses passent par lui. Et Thibodeau, je pense, il aura pour objectif de l'utiliser vraiment comme une rampe de lancement, un meneur-scoreur qui peut driver l'équipe, un petit peu comme Thibodeau avait pu le faire avec Derrick Rose du côté de Chicago. Je dis pas que comme dit Rose, Brunson finira MVP, sûrement pas, il a pas le même talent ni les mêmes qualités, mais le voir s'afficher en leader de l'équipe, ça m'étonnerait finalement pas, parce que la hiérarchie pour l'instant reste floue du côté de New York. En plus de ça, ce qui est cool là, c'est que je suis en train d'y penser, c'est que Derrick Rose, il sera là dans l'effectif en bon vétéran pour lui donner des conseils et le guider pendant les matchs. L'an dernier, on avait un Brunson, si on veut parler de stats, qui prenait 13, même moins de 13 shoots par match. Et clairement, là, je me dis qu'à New York, il va avoir l'occasion d'en prendre, je sais pas, 3, 4, voire même 5 de plus, pour potentiellement flirter assez aisément avec une moyenne de 20 points par match, je me dis. S'il en prend 4 ou 5 de plus, ça peut même aller jusqu'au 22. Là, c'est peut-être un peu optimiste, mais le voir tourner à 20 points par match, ça m'étonnerait pas. Pour ce qui est des passes décisives, c'est la même. En portant plus la balle et en étant amené à beaucoup plus créer le jeu, il peut en faire une ou deux de plus. Et là, on a un Brunson qui nous fait une saison à 20 points, 7 passes, et ça commence à être violent, Donc maintenant, il faut être conscient quand même que c'est sûr, toujours il y aura pas mal d'attaques qui vont commencer aussi par Randle ou par Barrett, mais je pense que la plupart passeront désormais avant tout par Jalen Brunson, qui verra ainsi ses possibilités de créer pour lui ou pour les autres multipliées sous le maillot new-yorkais. Donc je le répète, ouais, imaginez-les tourner à 27, c'est pas gagné, hein, mais sait-on jamais, et il pourrait potentiellement apparaître dans une discussion pour être All-Star. À mon avis, on va le voir tourner sur des career high dans beaucoup de stats. Je pense au point, il peut faire son career high, aux passes aussi, au rebond, pourquoi pas aux interceptions, à voir les pourcentages ce que ça dit, mais ça fait déjà pas mal de domaines, en tout cas dans les domaines principaux, et puis voilà, si c'est le cas, et que New York gagne quelques matchs, ce qui n'est pas gagné non plus, faudra voir, pourquoi pas l'imaginer, je dis pas All-Star, mais dans la discussion. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'on a un Julius Randle qui a vraiment l'air décidé à l'idée d'adapter son jeu à la présence de Jalen Brunson, parce que moi j'avais un petit peu de doute sur la vraie volonté de Randle de partager la gonfle, et là lors du Media Day, dans son discours, en fait il a dit tout l'inverse. Il a dit j'étais sûrement over responsabilisé et maintenant j'ai envie de partager. Donc bien sûr il va falloir qu'il prouve ça sur le parquet, mais ça va lui enlever de la pression, parce que Randle c'est quand même un joueur qui a besoin d'être en confiance pour performer, Barrett aussi d'ailleurs, et donc ce sera pas un luxe d'avoir un mec comme Brunson qui va leur enlever de la pression. Randle
rappelle, là, je crois que ses mots lors du Media Day, c'était en gros, quand tu dois créer énormément tout le temps, mais c'est parfois compliqué parce que lui, il sortait d'une grosse saison il y a 2 ans avec les Knicks, il était très 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 attendu, les défenses étaient vraiment focus sur lui, et évidemment, c'était plus difficile de performer. Là, ça va être moins le cas avec la présence de Brunson, qui peut apporter du lien, je pense, et beaucoup plus d'incertitude et beaucoup plus de difficultés pour les défenses à s'adapter à chacun des joueurs des Knicks. Là, moi, je pense qu'il pourra, je reparle de Randle, hein, mais qu'il pourra davantage jouer le pick and roll, qu'il pourra davantage trouver des solutions off-ball, et ça, à mon avis, ça peut permettre aux Knicks de mieux jouer, mais aussi à Brunson, comme je le disais, d'exploser par la même occasion. Sa présence pourrait rendre la vie plus facile à tout le monde, et lui, je pense qu'il a les capacités et le mental pour saisir l'opportunité à 100%. En tout cas, c'est le moment pour lui. Jamais dans sa carrière NBA, on a attendu autant de sa part, et à mon avis, lui, il attend que le début de la saison pour croquer à pleines dents dans la grosse pomme et dans tout ce qu'on va lui donner. Donc la hiérarchie, ouais, comme je disais, elle est plutôt floue à New York, entre Randle, Barrett et Brunson, mais l'ancien joueur des Mavs, à mon avis, c'est peut-être le plus à même, finalement, à s'afficher en tant que franchise player. Donc ce sera peut-être pas un franchise player de renom, sûrement pas l'un des meilleurs de la ligue, mais pourquoi pas, en tout cas, imaginez, si ça fonctionne pour lui, que le jeu des Knicks passe avant tout pour lui, et pourquoi pas qu'il devienne le visage de la franchise. Si c'est pas le cas, je pense qu'il peut au moins être un lieutenant de luxe, ce qui n'était pas encore à Dallas, mais je pense qu'il peut au moins être un lieutenant meilleur que ce qu'il était à Dallas, parce que plus responsabilisé qu'aux côtés de Doncic, et rien que pour ça, ouais, j'imagine son explosion cette saison au petit Jalen Brunson de Villanova. Alors pour ce qui est de Jalen Brunson, vous y croyez beaucoup plus que Grayson Allen, vu que vous êtes 76% à penser qu'il va exploser, en fait qu'il va faire une deuxième explosion, comme je disais, parce qu'il en a déjà connu une en fin de saison dernière. Pour vous, un meneur comme lui, avec Thibodeau, ça peut permettre aux Knicks de vraiment avoir un meilleur jeu offensif, parce que c'est vrai que le fond de jeu offensif des Knicks jusque-là était plutôt critiquable, on peut même dire qu'il existait peu. Jalen Brunson, même si c'est pas le meilleur organisateur du monde sur half court, peut en tout cas être le meneur-scoreur que Thibodeau affectionne et celui par qui tout part. Donc vous y croyez, il aura plus Doncic aussi à côté de lui, qui le fera moins plafonner. Il va juste falloir voir comment le ballon sera réparti entre Brunson, Barrett et Randle. Ce sera pas une mince affaire du côté de Thibodeau, qui n'est pas le meilleur coach offensif du monde, comme je disais. Mais si ça fonctionne, que Brunson a les bons ballons et qu'il est vraiment la rampe de lancement des Knicks, je dis pas forcément qu'il sera franchise player. Pour l'instant, comme je disais, c'est un tiers pour chaque, 33% de chance pour Brunson, 33% pour Barrett. Et allez, on va mettre, il reste 34 avec ça, on va mettre un petit pourcent de plus pour Randle, qui à mon avis a le plus de chances d'être franchise player, mais quoi qu'il en soit, il a de quoi avoir un gros rôle, il a de quoi être responsabilisé, il a de quoi avoir plus de tirs, avoir plus de ballons, et donc faire exploser ses stats, et c'est bien pour ça que vous croyez à Jalen Brunson, visiblement. Let's go, Tyrese Haliburton. Et lui, pour moi, c'est un petit peu la même que Jalen Brunson. Vous allez me dire qu'il a explosé l'an dernier en arrivant à Indiana. Et surtout que lui, contrairement à Brunson, il est resté dans la même équipe. Sauf que bon, moi je me dis que lui encore peut subir, en tout cas poursuivre son explosion pour l'amener encore au niveau supérieur, parce que je crois que chez les Pacers, il peut faire encore plus. Le mec, bien sûr, a déjà été énorme individuellement, mais quand il est arrivé à Indiana dans une situation difficile, clairement, parce que Indiana ne jouait plus rien, il a dû s'adapter sur le tas, et forcément ça facilite jamais rien. Quand t'arrives du jour au lendemain, tu passes de Sacramento à Indiana, ouais, il te faut un petit peu de temps d'adaptation. Donc là, maintenant, on a un meneur qui sait ce qu'on va attendre de lui à Indianapolis, et je crois que ses objectifs individuels sont simples. Il faut qu'il devienne clairement le franchise player de ces Pacers. Pour ça, tout l'été, il s'est préparé mentalement, mais aussi physiquement, et surtout dans son basket. Il vient de passer tout l'été avec le coach individuel qui est super connu, Drew Hanlen, qui a travaillé avec plein de stars de la ligue, pour justement encore améliorer son tir, déjà où il est très bon, et ses capacités au scoring. Parce que là, clairement, on va attendre à ce qu'il score beaucoup plus que les 15 points qu'il a marqués l'année dernière. Je crois qu'il tournait à 17 points de moyenne depuis qu'il est arrivé aux Pacers. Mais clairement, même 17 points, on va en attendre beaucoup plus de sa part. Donc après, maintenant, avoir marqué déjà 15 points la saison passée, 17 chez les Pacers, avec des pourcentages qui sont pas loin d'être excellents, même qui sont vraiment excellents, qui sont élites, 41% à 3 points et 47% au global, c'est énorme, mais là, clairement, son nombre de points et de passes, comme pour Brunson, et encore plus avec le départ de Malcolm Brogdon, peuvent être réellement boostés. Après, il tournait quasiment déjà à 10 passes par match quand il était aux Pacers, mais là, moi, je l'imagine clairement tourner à un gros, enfin, en tout cas, je sais pas si je l'imagine jusque-là, mais c'est ce qu'on attend de lui, qui tourne à un gros double-double autour de 20-10, voire 22-10, dans un rôle qui est désormais clair, et après avoir fait un training camp où ses objectifs seront clairement affichés, où maintenant il saura ce qui sera attendu de lui à Indiana, c'est ça, le voir tourner en 20, 22-10 et se retrouver dans la discussion pour le All-Star Game, ça m'étonnerait absolument pas en vrai. Donc encore une fois, je parle de discussion pour le All-Star Game. Pour être All-Star, il va falloir voir la concurrence et les blessures, et surtout le bilan des Pacers, parce que sans gros bilan des Pacers, ce sera difficile, il va falloir qu'ils gagnent des matchs, et ça clairement, ça c'est pas gagné. Donc ça peut être un peu juste pour aller choper le précieux sésame. Mais clairement, je pense qu'il sera dans la discussion.
Pour ça, pas de problème. Et après, qui sait, comme je disais, avec une ou deux blessures, peut-être que ce sera un candidat sérieux. Donc l'année dernière, il a joué que 26 matchs à Indiana, et pendant ce temps, je trouve qu'il a fait des très très jolies choses. Maintenant, ça se voyait aussi de temps en temps qu'il pouvait être encore irrégulier, encore hésitant. Il connaissait pas exactement son rôle. Parfois, il osait pas non plus prendre tous les matchs à son compte. Et là, cette année, c'est ce qu'on va lui demander. Là, on lui dit, mais t'as carte blanche, mec. Tu peux jouer le basket aussi libre que tu veux. Et ça, je pense que ça ne peut que l'aider à trouver sa confiance, à trouver son rythme. Et je pense que individuellement, dans un tel rôle, il peut faire d'immenses dégâts. Il va être plus à l'aise, il va shooter plus, il va être plus agressif, il va aller chercher des fautes. Et rien qu'avec ça, son nombre de points va gonfler, c'est sûr. Franchement, les 22 points par match, il y a vraiment moyen, je me dis. L'an dernier, en vrai, je trouvais pas assez agressif pour aller chercher ses lancers francs dans la peinture. Et là, apparemment, cet été, il a beaucoup taffé dessus. Et c'était son focus numéro 1. Quand un joueur comme ça, qui est déjà très intelligent, bosse sur une de ses principales faiblesses, et de ce qui se dit, il est devenu très bon dans le domaine, ça reste plutôt hypant. À Indiana, de toute façon, maintenant on le sait, on veut construire l'équipe autour de lui, et toutes les bonnes conditions vont être mises en place pour le faire briller. En plus de ça, lui-même explique qu'il a vraiment un esprit revanchard depuis son transfert des Kings, qui est toujours pas digéré. Ça fait partie du business de la NBA, mais on le sait, ça doit pas être agréable d'être envoyé ailleurs du jour au lendemain. Il a vu que Sacramento croyait beaucoup plus en De'Aaron Fox qu'en lui. Ça, je crois qu'il l'avait en travers. Et maintenant, il veut montrer, je crois, à toute la NBA, en tout cas c'est ce qui transparaît dans son discours, que c'est un joueur autour duquel on capitalise, autour duquel on construit, pas un joueur qu'on transfère comme ça en claquant des doigts. Donc là, le mec, dans toutes ses interviews, comme je disais, il semble motivé comme jamais. On a un Rick Carlisle qu'il adore, mais qu'il adore vraiment à fond, il dit que du bien de son joueur, coach Carlisle. Il est charmé par son jeu, il est charmé par sa maturité, et là, son seul objectif à Carlisle, c'est d'en faire un monstre. Et ça tombe bien, parce que Haliburton, lui aussi, il veut devenir un monstre, et lui aussi semble kiffer son nouveau coach. Donc ça commence à en faire pas mal, je trouve, des voyants qui sont au vert pour Haliburton, qui aura quasiment aucune concurrence à son poste, contrairement à ce qu'il a vécu à Sacramento. Il aura McConnell en doublure, mais McConnell, c'est pas lui qui va lui voler des minutes en tant que titulaire. Il sera là pour faire de grosses minutes, en tant que sensu, en tant que Tain McConnell, en espérant qu'il revienne bien de blessure. Mais voilà, Haliburton, ouais, vraiment quartier libre. Alors qu'à Sacramento, il y avait énormément de concurrence sur les lignes arrière, et déjà, il s'en sortait pas mal. Là, franchement, carte blanche, fais ce que tu veux, et il va jouer de façon totalement libérée. En tout cas, c'est ce que j'attends. Donc voilà pourquoi je pense que même s'il a déjà montré un très bon niveau pour sa saison sophomore, sa troisième saison peut, elle, véritablement devenir celle de l'explosion. Et même si les Pacers sont en mode full reconstruction, là, on a un Haliburton qui pourrait bien profiter de cette situation pour montrer à toute la ligue le niveau qu'il est capable d'atteindre. Tout l'état de l'Indiana semble en tout cas déjà croire très très fort en lui. Les fans sur ce coup-là, moi je me dis qu'ils ont peut-être bien raison. Je crois qu'ils vont tous acheter son maillot et que ça va encore plus booster les ventes l'année prochaine. Donc moi je me dis, attendez-vous, All-Star Game ou non, il peut devenir clairement, et il va être clairement l'année prochaine, j'ai envie de parler de façon affirmative, le nouveau visage de la franchise des Pacers pour les années à venir. À commencer par cette saison. Donc oui, j'y crois fort en Tyrese Haliburton. Donc pour Tyrese Haliburton, je crois qu'on est en train de battre un record, ça va même être difficile à battre dans ce live, avec les 3 autres joueurs que je vais vous présenter ensuite, parce que vous y croyez à 93%. Comme vous le dites, il est pas à Indiana, il a pas grand monde à côté de lui. Il va falloir par contre, s'il veut booster son nombre de passes décisives, il va falloir que les mecs scorent. Mais Haliburton est capable de le faire parce qu'il est capable de faire briller les autres et les mettre dans de bonnes conditions, parce qu'il a une très bonne vision de jeu et une très bonne science de la passe. En parallèle, au scoring, il a pas grand monde pour rivaliser avec lui. Il y a Hield qui peut mettre des points, il y a Duarte qui peut mettre des points, on verra ce que donne Bénédicte Mathurin aussi. Pour l'instant, on a toujours Miles Turner qui est là, mais on sait pas ce que ça va donner, on sait pas non plus quel rôle il aura. Ça se peut même qu'il se fasse bouffer les minutes par Jalen Smith, et encore, il va falloir qu'il reste en bonne santé, Miles Turner. Donc pour l'instant, on a beaucoup d'incertitudes, et Tyrese Haliburton. Et Tyrese Haliburton, c'est la seule certitude en vrai. Donc oui, c'est pour ça, je pense que vous y croyez fort, et que moi aussi j'y crois fort. Ça peut être la grosse saison de l'explosion pour Tyrese Haliburton, qui potentiellement peut être un vrai candidat pour le MIP en fin de saison. Let's go, DeAnthony Melton maintenant. Et lui, oui, j'avoue, c'est un peu ma grosse cote dans la sélection du jour. Un choix qui va être à controverse un peu. Mais est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais faire un live sur les breakout players sans mettre au moins un Sixers? Vous êtes bien naïf si vous pensiez ça. Et sans même parler du fait qu'il joue à Philadelphie, bien sûr que c'est pas que pour ça, là je parle de ça pour la blague. Et que, évidemment, je vais jeter un œil particulier et attentif sur ce qu'il peut faire. Je pense que dans l'ombre, des deux côtés du terrain, en sortie de banc, on a un arrière qui pourrait avoir un rôle immense dans une équipe qu'on attend comme un vrai contender dans la conférence Est. Déjà, à 24 ans, parce qu'il a que 24 ans, on a un Melton qui brille avant tout en défense. Sur le ballon, malgré sa petite taille, il fait 1m88,
1,88, c'est une teigne, mais vraiment, il est toujours mobile, il est toujours actif, il est toujours au contact de l'attaquant, et il s'est fait une vraie spécialité d'étouffer le porteur du ballon, surtout qu'il possède en fait une très bonne envergure pour sa taille, et ça lui permet de compenser. On sait que pour être un bon défenseur, ok, la taille ça joue, mais quand t'as des grands bras, ça compense, et c'est le cas d'Anthony Melton. Et ça, ces qualités, pour relayer Harden et Maxey, qui sont pas vraiment des spécialistes dans la défense, Doc Rivers devrait les apprécier à mon avis, et pour moi, ça lui garantit déjà un bon temps de jeu en sortie de banc. Mais ce qui est cool, c'est que cette grosse capacité à voler des ballons lui offre aussi tout plein d'opportunités en attaque, et notamment sur transition, où je trouve très bon. Il va très vite, il est athlétique, et ça peut apporter beaucoup de choses bien aux Sixers, qui ont galéré dans le jeu en contre-attaque l'année dernière. Avoir un mec rapide, qui est athlétique, qui défend dur et qui court, de toute façon, je pense que ça peut faire du bien à 100% des équipes NBA. Donc l'an dernier, Melton a clairement fait, je pense, la meilleure saison offensive de sa carrière à Memphis, dans ce rôle-là déjà, mais ne croyez pas qu'il est bon qu'en contre-attaque en plus. Bien sûr, c'est pas lui que je veux voir porter le ballon en priorité et construire le jeu. Le jeu, ça fait pas vraiment partie de son bagage, mais avec des mecs comme Harden, comme Maxey, comme Tobias Harris, voire même comme Milton en sortie de banc qui pourront occuper ce rôle, bah, peu importe. De toute façon, c'est pas ce qu'on lui demandera, à Melton. Cependant, je pense qu'il peut quand même avoir suffisamment de qualité balle en main pour être le second créateur et surtout jouer off-ball parce que c'est un domaine dans lequel il est très bon. C'est un mec qui peut prendre les écrans, qui peut se démarquer, qui peut shooter à 3 points de façon plutôt correcte, 37% c'est même plus que correct, avec un volume intéressant qui a plus de 5 tentatives par match et qui en plus voit ses pourcentages augmenter chaque saison. Donc je sais que à Philadelphie, les gens sont hypés et beaucoup parlent des arrivées de PJ Tucker, de Montrezl Harrell, voire même de Daniel House. Mais je pense qu'on parle pas assez de celle de Melton, qu'on a tendance à vraiment sous-coter, parce qu'à mon sens, il va devenir la pièce majeure en sortie de banc du côté de Philadelphie. Le mec, en plus de ça, je trouve que c'est une vraie force, il peut jouer dans absolument tous les line-up. Il est adaptable où possible, il peut briller avec le 5 dans un rôle off-ball, là, comme je l'ai dit, avec les autres qui porteront la balle, mais aussi apporter de grosses choses dans la seconde unit. Et j'imagine son association avec Tybalt en défense au périmètre, et ça peut me faire saliver. Ça peut voler énormément de ballons et jouer très vite pour apporter une nouvelle facette au jeu des Sixers qui ne possédait pas jusque-là. Donc on a un Doc Rivers qui a clairement dit que Melton pouvait même être le meilleur défenseur de la team, devant Tucker, devant Embiid et devant Tybalt. Rien que ça montre à quel point Rivers croit en lui, même s'il faut toujours se méfier des discours d'avant-saison. Mais quoi qu'il en soit, on a de l'espoir. Et ça montre aussi à quel point ces minutes pourraient être importantes en sortie de banc. Donc je pense vraiment que sur le banc, on a ce Melton qui fera du bien en attaque, en défense, dans un profil que les Sixers n'avaient pas jusque-là et qui cherchaient aussi. Et rien que pour ça, même si je vois pas forcément ses stats vraiment s'envoler, je crois qu'il aura un rôle qui pourrait devenir essentiel. Un peu comme je disais de Grayson Allen, pas forcément une explosion statistique, mais une explosion dans le rôle et dans l'utilité dans une équipe qui va jouer, qui va jouer et qui va avoir des ambitions. Donc ouais, il aura sûrement aussi plus d'exposition à Philadelphie qu'à Memphis. Et je crois qu'il peut surprendre Melton et prouver à la NBA entière que c'est un joueur avec d'énormes qualités et qui peut être essentiel pour aider son équipe à gagner. Parce que oui, l'explosion, c'est pas que dans les chiffres, je le répète et j'y tiens, et pour pouvoir exploser, l'essentiel, en tout cas la première chose qu'il aura à faire, la défense, je sais qu'il y arrivera, maintenant il faudra qu'il mette ses shoots, et vu les progrès qu'il a fait dans le domaine ces dernières saisons, j'ai tendance à y croire plutôt fort en ce petit gars, qui peut être, alors je pense pas qu'il sera dans la course au meilleur 6e homme, mais qui peut être un 6e homme vraiment très utile du côté des Sixers. Pour Anthony Melton, c'est ma première surprise, donc oui, vous m'avez traité de Homer dans le chat, et je vous rejoins complètement, j'ai été complètement Homer sur ce choix, et ça me fait plaisir, mais mine de rien, j'ai réussi à vous convaincre pas mal. Alors je vois qu'il y en a certains qui croient pas en lui, j'ai même vu que certains d'entre vous le connaissaient à peine, et ça c'est quand même dommage parce que c'est un joueur qui gagne à être connu. Certains qui disent que ouais, il aura même pas ses 22 minutes par match. Ça, moi je pense pas qu'il jouera beaucoup plus que 22 minutes par match, mais je pense qu'il les aura parce qu'il sera essentiel en sortie de banc. Et clairement, vous êtes 52% à penser que oui, il peut exploser. Pas forcément dans les stats, comme je disais, mais dans le rôle. Et comme je disais aussi, pour moi, je préfère en tout cas un mec qui a un rôle essentiel dans une équipe qui gagne, qu'un mec qui va jouer 35 minutes et qui va marquer plein de points avec des pourcentages dégueulasses dans une équipe de fond de tableau. Pour moi, un mec qui aura un rôle essentiel dans une équipe qui gagne et aura plus explosé que le second cas que je présentais. Et donc là-dessus, vous êtes assez d'accord sur le fait que Melton est une très bonne addition pour les Sixers, qui peut avoir ce rôle essentiel en sortie de banc. Certains d'entre vous même le mettraient plutôt dans le 5, parce qu'il a un rôle qui peut justement profiter, où il peut profiter du spacing que créeront des Harden et des Joel Embiid par exemple, ou même des Tobias Harris, et Maxey en mode dynamiteur super explosif en sortie de banc. Et c'est vrai que ce serait pas débile comme idée, parce que Maxey en 6e homme, enfin il a vraiment le profil du 6e homme. Maintenant je pense que ça n'arrivera pas, parce que Maxey a prouvé trop de choses, il est presque trop bon maintenant pour être 6e homme, mais Melton, quoi qu'il en soit, peut être ce gros défenseur, peut être ce mec polyvalent, ce mec qui va faire exactement tout ce qu'il faut où il faut, ce team player par excellence, et qui peut être vraiment le joueur numéro 1 en sortie de banc à Philadelphie, et voir que vous êtes 52% à y croire vous aussi, ça me surprend beaucoup, mais ça me surprend agréablement.
Allez, on enchaîne avec Onyeka Okongwu, un autre joueur que a priori vous allez pouvoir observer lors des matchs d'Abu Dhabi. Et ouais, vous allez croire que j'ai fait exprès, mais même pas. Certains modos du chat le savent d'ailleurs, je leur avais envoyé ma sélection bien avant de savoir que ce live serait sponsor par le League Pass. Et j'avais bien mis Grayson Allen et Onyeka Okongwu. Comme quoi, en fait, cette sélection est parfaitement bien tombée avec le sponsor d'aujourd'hui. Et donc revenons à Okongwu, et lui il est arrivé en NBA avec pas mal d'attentes sur ses épaules, avec un vrai potentiel des deux côtés du terrain. Mais malheureusement, lors de ses deux premières campagnes, les blessures ne l'ont jamais laissé tranquille. Et pas une fois, il a pu disputer plus de 50 matchs sur une saison. Donc pour faire sa place dans la grande ligue, il y a mieux que ces conditions-là. Et pourtant, je trouve que malgré ses 21 ans, malgré son manque d'expérience, ce qu'il a montré à chaque fois quand il était sur le terrain, c'était super prometteur. Plusieurs fois, il a fait des gros runs, il a apporté beaucoup d'énergie aux Hawks, et j'ai trouvé que son apport en sortie de banc était très valuable. Donc si Clint Capela était dans les rumeurs de transfert dernièrement, et John Collins aussi d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est parce que je pense que les Hawks croient aussi très fort en Onyeka Okongwu, et je les comprends parce que moi aussi j'y crois. Parce que pour moi, mis à part Trae Young l'an passé, on a le double O, comme ils l'appellent aux États-Unis, qui est le seul joueur qui a vraiment augmenté son niveau de jeu par rapport à la saison précédente. Il a quasiment doublé ses stats au point et au rebond, tout en montrant qu'il pouvait avoir un impact primordial dans la peinture, des deux côtés du terrain encore. Donc ce que j'aime déjà, c'est sa défense, parce que Okongwu, c'est un joueur qui est long, qui est mobile, qui peut à la fois protéger de la peinture, mais aussi switcher et dépanner au périmètre, voire aller défendre sur des postes 3, et c'est tout ce que le basket moderne aime chez les pivots de ce côté-là du terrain. Le mec est très polyvalent, et tout le monde sait de quoi il est capable en défense. Mais ce qui a été moins médiatisé, je trouve, et en tout cas moins mis en avant, c'est les progrès qu'il a fait en attaque. Déjà, c'est un intérieur qui court, un rim runner d'un cercle à l'autre, et qui en transition peut se régaler avec des playmakers comme Trae Young et Dejounte Murray. Un mec qui court, qui peut sauter, qui attrape des passes lobées, avec des playmakers comme Young et Murray, tu te régales. C'est aussi un très bon finisseur en bout de chaîne, qui met ses paniers près du cercle avec une efficacité impressionnante. 69% au tir, c'est quand même assez fou. Alors bien sûr, il s'écarte pas trop du cercle, même s'il a un shoot à 3-4 mètres, et c'est vrai que c'est plutôt un mec qui va finir en bout de chaîne, mais voilà, 69% c'est propre, et tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait bien. En fait, moi ce que je trouve aussi, en plus des contre-attaques, c'est que sur pick and roll, ça peut être une cible privilégiée, et sans forcer, juste en récupérant la balle, juste en jumpant et en tendant le bras presque, mais c'est un mec qui peut s'offrir des brouettes de points faciles. Des brouettes, j'exagère, mais qui peut clairement augmenter ses stats de 4-5 points, tourner à 12-13 points par match, et peut-être même finir en double-double. Et je trouve que dans ce rôle-là, de finisseur, de mec qui joue en pick and roll, de mec qui court, mais il est de plus en plus à l'aise, il s'est adapté de plus en plus, en tout cas de mieux en mieux au style de jeu de la NBA, et dans la façon dont il était confortable dans le système de Macmillan l'an dernier, j'ai trouvé que c'était le jour et la nuit par rapport à sa saison rookie. Et voir à quel point il a step up, ça laisse forcément enthousiaste pour la saison à venir. En vrai, même si bien sûr il est toujours un peu raw, toujours un peu brut, et j'aime bien qu'il se forme avec Clint Capela, on a un joueur qui a un talent assez spécial des deux côtés du terrain et qui ne demande qu'à être développé. Parce que en plus de tout ce qu'on a dit, on a un intérieur qui a quand même pas mal d'armes variées et diverses, quoi. C'est un mec qui peut, ça je l'ai dit, il peut rentrer des petits mid-range, il peut même dribbler un peu, il peut faire quelques passes, il peut lever la tête. C'est pas juste un big man qui va squatter la peinture et qui va être limité à ça. C'est aussi un mec qui est capable, en tout cas, qui commence à l'être petit à petit, mais son potentiel mérite d'être atteint, donc qui est capable de devenir un basketteur accompli, très polyvalent des deux côtés du terrain, qui fera beaucoup de choses, un peu dans un profil à la Bam Adebayo à Miami, et ça, de toute façon, Okongwu l'a déjà dit plusieurs fois, c'est son modèle, et je trouve que c'est un bon modèle Adebayo pour un profil comme ça. Donc je pense que on peut avoir de vraies attentes concernant Okongwu. Pour ça, il faudra passer au travers des blessures, enfin. Il faudra espérer qu'il ait du temps de jeu aussi. Derrière le duo Capela-Collins, ça peut sembler compliqué. Et pourtant, ça m'étonnerait pas que cette saison, il gagne 5-6 minutes de moyenne au moins dans les rotations, tellement il peut apporter de choses et tellement ces choses-là sont intéressantes. On a un Clint Capela qui a que 28 ans, mais qui semble un peu sur le déclin. Quoi qu'il en soit, sans parler du déclin, parce qu'il peut rebondir très vite, et il a des vraies forces qui sont utiles, mais qui a vécu une saison compliquée l'année dernière, et peut-être qu'il va voir lui son nombre de minutes baisser. Peut-être qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il soit transféré en cours de saison aussi, si ça fonctionne pas aux Hawks, même si on n'est pas encore là. Quoi qu'il en soit, Capela ou non, sur le banc, derrière lui, on aura probablement un Okongwu qui sera mort de faim, qui sera prêt à prendre toutes les opportunités qui lui seront données, et qui sera capable, pourquoi pas, d'aller shipper une place de starter au fur et à mesure que la saison avancera. En vrai, j'y crois pas trop, je pense que la place de Capela est trop ancrée, mais quoi qu'il en soit, je pense que son rôle peut augmenter. Et le niveau starter, même s'il l'est pas, s'il confirme son potentiel, ce niveau il l'a, et surtout, je le sens capable d'apporter des choses que Capela pourra pas faire. Donc maintenant attention, je dis pas que Capela est rincé, je dis pas non plus qu'il faut sortir complètement des radars et qu'il
qu'il faut le transférer du côté d'Atlanta. Il a une expérience et un physique qui lui permettent d'apporter beaucoup en défense et beaucoup en pick and roll, qui vont lui permettre d'avoir un rôle, c'est certain. Aujourd'hui, c'est un joueur qui apporte a priori plus de certitude qu'Okongwu. Néanmoins, je me dis que Okongwu, s'il continue sur sa lancée, il peut au moins partager ce rôle avec Capella, d'autant plus que je crois que même s'il s'écarte pas beaucoup et que ça va faire un gros pet au spacing des Hawks, ils peuvent jouer ensemble au moins sur quelques séquences. Donc ouais, là Okongwu pour la première fois il semble en bonne santé au training camp, il semble en confiance, et Macmillan et les Hawks semblent prêts eux aussi à lui accorder cette entière confiance, donc à voir ce que ça donne. Je crois fort en lui pour exploser cette saison, passer easy la dizaine de points par match, viser un double-double de moyenne, tout en impactant amplement aussi dans les autres secteurs du jeu. Je le vois faire plus de passes, mettre plus de contres, et vraiment devenir une pièce super intéressante en sortie de banc à Atlanta. Donc encore une fois, ça va pas lui faire des stats de All-Star, mais pour moi exploser ça veut pas forcément dire devenir un All-Star, ça veut dire aussi avoir un gros rôle dans une équipe avec des ambitions, et c'est ce qu'on peut attendre d'Okongwu, qui se fasse un nom dans cette équipe d'Atlanta, et ça pour moi ce serait déjà une belle explosion. Alors concernant Okongwu, vous êtes plutôt hypé, vous pensez en plus de ça qu'avec des blessures potentielles de Clint Capella ou de John Collins, c'est vrai qu'ils sont pas les derniers à rendre visite à l'infirmerie, il peut avoir pas mal de temps de jeu, si lui aussi justement échappe à l'infirmerie, parce que c'est aussi son souci, c'est le vrai souci de tous les intérieurs d'Atlanta, et ouais, si vous êtes 74% à penser qu'il va exploser, ça veut dire que vous y croyez fort en lui aussi. Par contre, certains dans le chat m'ont dit que ils croyaient beaucoup plus en l'explosion de DeAndre Hunter qu'en celle d'Okongwu du côté d'Atlanta, et là-dessus, je peux très bien comprendre, parce qu'on a un DeAndre Hunter qui progresse saison après saison, mais moi j'ai un petit peu plus de doutes dans la mesure où je trouve que les plus gros progrès de DeAndre Hunter, il les a fait dans la gestion du ballon, dans le fait de créer pour lui-même aussi, et ça veut lui être de moins en moins demandé avec l'arrivée de Dejounte Murray. On va lui demander beaucoup plus de briller off-ball et de profiter des espaces que vont provoquer et que vont libérer les présences de Murray et de Young. Autant sur des cuts il peut être excellent avec son explosivité Hunter, autant il va falloir, je pense, qu'il progresse vraiment sur son shoot encore et encore pour exploser. Donc je ne doute pas sur des qualités d'Hunter, par contre je doute un petit peu plus de sa capacité à s'adapter au rôle qui lui sera donné aux Hawks. Maintenant il peut être très bon Hunter, et je pense que s'il est très bon, on aura une belle saison d'Atlanta, mais voilà pourquoi je crois quand même beaucoup plus en l'explosion d'Okongwu, qui lui est vraiment sur la pente ascendante et qui a une polyvalence qui m'épate vraiment des deux côtés du terrain, et peut-être que quand j'ai parlé de double-double, j'étais dans l'exagération, mais du 12-8 pour Okongwu, je me dis que c'est possible, et pourquoi pas déjà un double-double, why not, c'est visé haut et c'est avoir beaucoup d'attentes sur lui, mais pour moi s'il est déjà à 12-8, 12-9, allez, pour moi ce sera déjà une belle explosion, et encore plus si les Hawks arrivent à gagner pas mal de matchs cette saison. Allez, je termine avec Devin Vassell des Spurs, un petit coup de cœur pour moi lui aussi depuis sa draft, et qui pour sa 3e saison en NBA à peine 22 ans, présente un potentiel qui ne demande qu'à exploser. Déjà, au moment de sa draft en 2020, il avait été choisi en 11 et ça a été le joueur des Spurs le plus haut choisi depuis Tim Duncan. Ça lui mettait une petite pression quand même et ça laisse penser que les Spurs, au moins au moment de sa draft, croyaient en lui. Et je crois qu'ils croient toujours en lui. Parce que moi je trouve que la saison dernière, pour sa campagne sophomore, il a montré ce qu'il avait dans le ventre et qu'il pouvait mériter cette confiance. Même si on a peu parlé de lui, parce qu'il était plutôt dans l'ombre, il évoluait de façon au calme, un peu tranquillement, dans une équipe qui jouait pas grand chose, je trouve qu'il a fait son trou à San Antonio. Lui aussi, sa qualité principale, c'est d'être un two-way player, un défenseur long et intelligent qui peut dévier beaucoup de ballons et qui peut mettre pas mal la pression sur les attaquants adverses. Je pense qu'au vu des profils que j'ai présentés aujourd'hui, vous avez capté à quel point je kiffais les two-way players et que je croyais en eux pour exploser, parce qu'on a énormément de profils du type dans ma sélection aujourd'hui. Et ce que j'aime bien, si on va plus loin que la défense, c'est qu'en parallèle, il s'est montré de plus en plus fiable sur ses drives, sur ses shoots en mid-range et même sur ses shoots à 3 points, en ajoutant qui s'ajoute plutôt à sa vitesse en transition, parce que c'est un mec qui est athlétique, qui est rapide aussi, qui vole des ballons lui aussi, et peu à peu, ça lui a donné un vrai rôle au scoring, et encore plus après le départ de Derrick White. Et c'est vrai que l'an dernier, il a quand même pas mal galéré dans la création de son propre shoot, qu'il était quand même meilleur off-ball, mais là aussi, je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, il a montré des progrès encourageants, même si c'est pas encore son domaine, et c'est pas encore vraiment naturel chez lui, mais tout ça lui a permis de devenir, au début de la saison, l'un des joueurs clés du banc de Greg Popovich, et même de gagner peu à peu une place de starter, aux côtés de Dejounte Murray, après le transfert de Derrick White, comme je disais plus tôt. En fait, il fait partie de ces joueurs qui sont très utiles dans tout plein de domaines, que Coach Pop affectionne particulièrement en plus, et qui, même s'il a été irrégulier et qui parfois commet des erreurs grossières, il est bon, et je trouve qu'on peut le pardonner aussi facilement parce qu'on peut mettre ça sur le dos de l'âge. Donc même si son adresse était inconstante, ce qui bougeait pas, quoi qu'il arrive, c'était sa présence en défense, où vraiment en fin de saison, là je vais pas mâcher mes mots, je l'ai trouvé monstrueux.
Et ça, à mon avis, avec Pop, ça va lui offrir pas mal de temps de jeu, d'autant plus que maintenant, avec les départs de Dejounte Murray et de Lonnie Walker, il a vraiment un boulevard sur les postes arrière. Et même si les Spurs ont drafté des jeunes joueurs hein, pour aller derrière lui, je pense notamment à Malachi Flynn, je pense que c'est clairement Vassell qui aura le plus de responsabilités. De toute façon, on va être franc, cette saison, chez les Spurs, elle va être sous le signe du tanking. Et bien entendu, qui dit tanking dit aussi que ça va être sous le signe de la progression des jeunes. Dans un tel contexte, on laissera à Vassell le droit de faire des erreurs, et dans l'idée d'une progression attendue, ça représente probablement l'une des meilleures conditions possibles pour envisager un bon développement de la part de l'arrière. Il va avoir davantage le ballon en main, il sera plus responsabilisé, et surtout on lui demandera de porter un peu plus la balle. Donc ça va lui permettre d'être de plus en plus à l'aise dans ce rôle de créateur, dans lequel, comme je disais, il n'était pas forcément très à l'aise jusque-là, mais dans lequel il a quand même de bonnes bases et un potentiel intéressant. C'est un mec athlétique, ça je l'ai dit, mais qui a un vrai QI basket aussi, une bonne vision de jeu, et c'est des qualités qui, à mon avis, lui permettront de jouer des minutes au poste 2 majoritairement, mais aussi au poste 3, et d'obtenir vraiment un nouveau rôle dans l'attaque des Spurs avec le départ de Murray. Parce que ouais, les points de Murray, il va falloir qu'ils soient marqués par d'autres. Et même si on a un Keldon Johnson qui lui aussi devrait passer un step dans le domaine et qui devrait progresser, je trouve qu'il a fait déjà une grosse saison l'année dernière, et je pense que Vassell a encore plus de marge d'explosion que Keldon Johnson. C'est pour ça que c'est lui que je mets dans mes breakout players. À San Antonio, on va essayer, je pense, quoi qu'il arrive, de capitaliser à fond sur son talent cette saison, de maximiser ses forces autant que possible dans cette saison de tanking, et ça pourrait représenter un vrai test pour lui, un vrai défi, mais aussi un défi que je le sens capable de relever. Donc ouais, c'était plutôt un role player jusque-là, et maintenant, il a de quoi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a les tripes pour devenir une option 2 derrière Keldon Johnson, et ça, en plus de son impact défensif que j'attends encore de sa part et qu'il aura clairement, mais ça pourra booster son nombre de shoots et ses stats au point et à la passe. Lui, moi je parlais de Bam Adebayo qui était un petit peu le modèle de Okongwu, j'ai lu que le modèle de Devin Vassell c'était Chris Middleton, et là encore il y a pire comme exemple, et clairement à son échelle, à San Antonio, dans une équipe avec bien sûr beaucoup moins d'ambition que les Bucks, je vois bien Vassell peu à peu capable d'avoir un rôle similaire à celui de Chris Middleton, toute proportion gardée bien sûr, je ne compare pas le niveau des deux joueurs, je compare bien le rôle, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc pour ça bien sûr aussi Vassell, il va falloir qu'il polisse certaines choses, notamment au niveau de l'adresse et du playmaking, ce sera son plus gros challenge, mais il aura sa chance, et ça c'est cool. Quand on voit qu'à seulement 22 ans, c'est limite un vétéran dans l'équipe sur les postes arrière, en tout cas sur son ancienneté, parce qu'on a une équipe très jeune à San Antonio, ça veut aussi dire pas mal de choses sur les opportunités qu'il pourrait avoir. Donc voilà pourquoi je me dis que individuellement, là, on a un gars qui est capable de passer au-dessus des 15 points par match assez facilement, tout en étant envoyé en mission défensive sur les meilleurs extérieurs adverses, et ça, même si ça apportera peut-être pas beaucoup de wins aux Spurs, ça pourrait représenter au moins une très belle explosion individuelle à mes yeux, quoi. David Vassell, je pensais que vous alliez y croire plus. Pour moi, alors non, je pensais pas qu'il finirait dans le top 3 des joueurs auxquels vous croyez le plus, mais je pensais pas qu'il finirait si bas, parce que vous êtes que 38% à penser qu'il va exploser, et pour moi, il a beaucoup plus de voyants au vert que certains qu'on a évoqués tout à l'heure, dans la mesure où à San Antonio, je vois vraiment ses responsabilités, son temps de jeu, le nombre de ballons qu'il va avoir, être multiplié par, j'allais dire par 10, toujours plus Guillaume. Non, mais va être multiplié, on va pas donner de chiffres, mais va être multiplié. Et alors ok, c'est vrai que lui, il fait pas partie des joueurs dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, comme DeAnthony Melton, qui peut, ou comme Grayson Allen par exemple, qui va pas forcément exploser dans les chiffres, mais qui va exploser parce qu'ils vont avoir un bon rôle dans une équipe qui gagne. Les Spurs seront pas une équipe qui gagne. Lui, ça va être un autre profil. Lui, je le vois pas forcément exploser dans son rôle et dans son impact sur les victoires. Par contre, je le vois beaucoup plus exploser dans les chiffres et dans les responsabilités qu'il peut obtenir. Moi, je vois aucun monde dans lequel Vassell sera pas responsabilisé, et le seul moyen pour qu'il explose pas, ce serait qu'il choque complètement, qu'il arrive pas à mettre ses shoots. Alors c'est vrai que pour l'instant, il a pas une adresse folle, et qu'il arrive pas à créer, et ça, c'est vrai que c'est aussi un des points dans lesquels il devra progresser. Quoi qu'il en soit, moi je suis persuadé qu'il aura du temps de jeu rien que grâce à sa défense, et franchement, autant j'ai été surpris des fois sur des joueurs sur lesquels je vous pensais pas du tout hyper qui ont eu un bon score, autant je suis surpris dans l'autre sens pour Vassell. Je suis presque étonné que vous n'y croyez pas plus, mais ça fait partie du jeu. C'est peut-être aussi parce que moi je l'apprécie beaucoup, et que c'est aussi un de mes coups de cœur, Devin Vassell. Peut-être que j'y crois trop, et parce que c'est normal, moi aussi j'ai le droit de me hyper sur certains joueurs, et de me planter. En tout cas, quoi qu'il arrive, on verra plus tard si j'ai eu raison ou pas d'y croire en Devin Vassell. Épilogue. Bon, si on fait le bilan rapidement, de toute façon maintenant tous mes arguments je vous les ai déjà donnés, donc on va vraiment faire un bilan rapide. Celui dans ma sélection en fait il y en a deux qui sont à moins de 50%, et le premier c'est Grayson Allen. Je comprends que vous n'y croyez pas, c'est peut-être l'un des paris de ma part, vous pensez qu'à 35% qui va exploser, et donc il est dernier dans le classement d'aujourd'hui. Là, comme je disais, c'est ma grosse surprise, on a Devin Vassell qui arrive 5ème seulement parmi les 6 que je vous ai présentés, donc peut-être que je me suis planté aussi, et peut-être que je me suis enflammé en raison de l'affect que j'ai pour lui, donc 5ème avec seulement 38% de chance
chances selon vous d'exploser. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur les 6, il y en a quand même 4 qui ont plus de 50%, et ça, c'est ce que je disais, c'est ma première bonne surprise, parce que pour vous, D'Anthony Melton a 52% de chances d'exploser. J'étais persuadé qu'il allait finir 6ème, et franchement, même si j'ai fait le homer encore une fois à présenter un joueur de Philadelphie, let's go, ça veut dire que vous y croyez vous aussi à 52%, donc il arrive à la 4ème place. En 3ème, voici Onyeka Okongwu de Atlanta, vous y croyez lui à 74%, ça commence à être très sérieux, et surtout qu'il était pas loin de la 2ème place, parce que le 2ème, avec seulement 2% de plus, c'est Jalen Brunson qui lui est à 76%, qui vous pensez que lui, dans son nouveau rôle qu'il va avoir au Knicks, en tant que meneur de jeu qui va avoir pas mal de ballons dans la mesure où il n'y avait pas de meneur à New York, peut vraiment augmenter ses stats et aussi permettre à New York de jouer un meilleur basket. Et en numéro 1, ça je m'y attendais fort, et loin devant en plus, une place de numéro 1 qui est indiscutable. On pourrait presque dire que d'ores et déjà avant le début de la saison, c'est le gros favori pour le MIP, c'est Tyrese Haliburton, 93% à y croire à son explosion, et donc let's go, il va falloir suivre sa saison de près du côté des Pacers, et on l'attend en tout cas comme le visage des Pacers pour cette saison, et potentiellement pour les saisons à venir. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. Je pense que si on fait un live débrief d'ici 3-4 mois, une fois que la saison aura bien avancé, on verra que moi je me suis bien planté dans ma sélection, et vous serez potentiellement bien planté dans vos votes aussi. On verra ce que ça dit, ce sera toujours rigolo. Moi j'aime bien redébriefer ces lives, je le faisais l'année dernière sur Twitch à la fin des saisons pour voir à quel point je me suis planté. Ce sera l'occasion de m'envoyer des tomates, mais en tout cas je trouve qu'on s'est bien amusé aujourd'hui, et je trouve que c'est intéressant aussi de voir vos tendances, et maintenant on va observer tranquillement si tout ça, si on est dans le vrai, au moins un petit peu, avec cette grosse saison qui débute le 18 octobre. Voilà pour ce qui est de mes Breakout Players, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ma sélection? Ou alors est-ce que vous voyez un joueur dont je n'ai pas parlé, que vous voyez littéralement exploser dans quelques mois? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux connaître vos tendances. Je vous rappelle aussi que si vous voulez profiter des Abu Dhabi Games et du League Pass en soutenant la chaîne, toutes les infos sont dans la description, et pour ça je compte sur vous. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Là on a fait de grandes choses avec le September, et je pense qu'on pourra réaliser encore de grandes choses dans les mois à venir. J'ai de beaux projets encore à vous présenter. Donc si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, toutes les infos pour soutenir, là encore, seront dans la descro. N'hésitez même plus. À très vite.